C'est une compétence supplémentaire pour le centre hospitalier Alpes-Léman. Depuis le 31 mars 2025, la maternité est passée en niveau 2B. Désormais, les bébés prématurés peuvent être pris en charge à partir de 28 semaines de grossesse, mais aussi les nouveau-nés dont le poids dépasse les 1 kg. Une montée en grade plutôt rare sur le territoire. On est plutôt dans un contexte national de baisse de la démographie et donc plutôt où l'enjeu c'est plutôt de maintenir et de stabiliser les maternités en l'état où elles sont. Voire pour certaines peuvent se poser la question d'un déclassement de certaines maternités. Or là on n'est pas du tout dans ce cadre-là puisqu'on l'a upgrade. C'est la particularité de ce territoire, il y a un dynamisme démographique extrêmement important, plus une activité touristique aussi qui est très dynamique et donc l'ensemble apporte de la population supplémentaire dans ce département qu'il faut pouvoir accompagner, y compris au niveau des naissances. Mieux accompagner les naissances et les grossesses difficiles, une capacité qui se traduit par une technologie médicale plus pointue, avec un service de soins intensifs. Les équipes ont aussi été formées dans des services spécialisés pour s'adapter à cette nouvelle prise en charge. Au quotidien, on va avoir les enfants plus longtemps et plus fragiles. Et ça, c'est un gros changement parce qu'avant, les enfants étaient plutôt des enfants un peu chroniques qui pouvaient être fragiles mais qui posaient peu de problèmes. Et les enfants plus petits, plus jeunes ou plus malades sont des enfants qui peuvent passer d'un matin à une après-midi assez rapidement d'une situation stable à une situation beaucoup plus instable et qui nous demande d'être très réactifs et de faire des soins qui n'étaient pas forcément prévus le matin, quoi. Une montée en compétences du personnel, mais aussi et surtout un confort pour les parents accompagnés. Jusqu'ici, il fallait se rendre à Annecy, Chambéry ou parfois Grenoble pour bénéficier de ces soins. C'est génial parce que justement, moi j'habite à Annemasse, donc je suis à un quart d'heure d'ici. Et comme je disais déjà à l'équipe soignante et tout, ici on est très très bien traité, on est secondé pour chaque pas. Donc c'est vrai qu'accoucher d'un prématuré, ça a des inconvénients, mais étant ici, ça a que des avantages parce que justement on nous accompagne tout le long. Ma fille, elle est toujours en couveuse, on va dire, mais on lui a enlevé la couverture chauffante hier, donc ça y est, elle s'autorégule. On attend juste qu'elle arrive à s'alimenter correctement pour pouvoir sortir. Depuis son passage en niveau 2B, la maternité a pris en charge au total plus de 250 bébés en néonatologie, sur près de 2000 naissances dénombrées chaque année. « 140 ans d'histoire et autant de savoir-faire local récompensé, Vess, chocolatier stéphanois depuis 1982, vient de recevoir la Palme d'Or de l'artisanat et de la tradition, une distinction remise au Sénat qui fait la fierté de ses artisans ligériens. Ça fait plaisir, c'est une belle reconnaissance pour l'entreprise et pour le personnel et pour toute l'équipe. Notre savoir-faire, notre artisanat, notre façon de travailler, quoi. Ça montre que voilà, le patrimoine de la ville, de la région, il est très bien fait. C'est cool. Bien sûr, c'est une belle fierté d'avoir pu aller au Sénat et de recevoir cette Palme d'Or. À quelques semaines des fêtes, la cadence s'accélère. Tablettes, ganaches, pralinés et les traditionnels coffrets de fin d'année, assemblés un par un, avant d'être noués avec de la passementerie locale, un clin d'œil assumé au savoir-faire ligérien, devenu l'une des signatures de la maison. Effectivement, recevoir cette palme d'or, ça représente le savoir-faire ligérien et aussi vraiment ce qui est très important à la chocolaterie, c'est qu'on est une chocolaterie labellisée EPV, entreprise du patrimoine vivant. Donc c'est vrai que ça, c'est encore une reconnaissance supplémentaire. Et c'est ce qui nous différencie de pas mal de chocolatiers. Et au-delà des ateliers, ce sont aussi les clients qui mesurent l'importance de cette distinction. Au savoir-faire local aussi. Et puis, par contre, le chocolat chez West, là, qu'on déguste, il est super, hein, même chaud. Mérité depuis des années. Hein. C'est West, c'est West. Hein. Je reste stéphanois dans l'âme, donc voilà, j'aime bien faire découvrir les produits. C'est le savoir-faire, il y a une très bonne ambiance, on est toujours très bien accueillis, très bien accueillis. C'est pour ça que j'ai dit à mon frère ce matin, viens, je te ramène chez West pour pouvoir passer un moment ensemble. D'ailleurs, on vient de manger un petit chocolat avec le café, on s'est bien régalé. Une reconnaissance prestigieuse donc et un coup de projecteur supplémentaire pour la chocolaterie stéphanoise. Et à quelques jours de Noël, le meilleur de l'artisanat ligérien se prépare plus que jamais.
On peut épurer son sapin, alléger les décorations. Noël vit avec son temps. Mais le chocolat, on n'y touche pas. La reine des traditions se met toujours sur son 31. Le plein régime, c'est seulement pour les artisans. Le chocolat, ça reste vraiment pour Noël. Et c'est la gourmandise. À Noël, on compte pas, on regarde pas et on se fait plaisir. Et si le rush avant les fêtes fait toujours perler la sueur, le pas de course est plus enjoué cette année pour Florian Mielcarec. À 26 ans, l'Isérois vient de se voir distingué par le club des croqueurs de chocolat qui lui a décerné l'award de l'équilibre au prestigieux Salon du chocolat de Paris. Et récompense suprême, une tablette d'or dans son guide qui référence les meilleurs chocolatiers de France. Ça a longtemps été un rêve, on regardait qui était récompensé tous les ans. C'est concret, maintenant on est dedans. Donc c'est un bel aboutissement, une belle récompense. Ça nous encourage à continuer dans ce sens-là. Les fameux croqueurs ne s'y sont pas trompés. Le jeune artisan ne transige pas avec la qualité. Des noisettes du Piémont IGP pour la rondeur et l'intensité de son praliné 100% maison, du miel de châtaignier de Chartreuse, des noix de Grenoble et des grands crus de cacao pour sa couverture. Pas question d'en changer malgré le prix de cette matière première qui a plus que doublé en raison de mauvaises récoltes cette année en Afrique. Et pas question non plus de pénaliser le client qui pourrait se rabattre sur les industriels. On diminue nos marges en jouant sur le fait d'avoir plus de volume, plus de clients. Et puis nous, on n'a pas voulu changer nos recettes, ni notre qualité de cacao. Donc ça se répercute, mais c'est comme ça. Florian et son épouse Faustine, chef pâtissière, subissent la conjoncture, mais défendent leur artisanat. Installés depuis 2 ans à Saint-Imier, ils appréhendent forcément l'avenir, mais les gourmets les rassurent. C'est vrai que je préfère déjà le fait que ça soit à côté de chez nous, que ça soit local. Je pense que c'est une sacrée chance d'avoir un établissement comme ça à côté. Et puis oui, forcément, quand on connaît les gens et qu'on sait comment ils travaillent, forcément, ça ne peut être que mieux. Mieux et varié, l'artisan multiplie les formes, les goûts pour plein de surprises pendant les fêtes, en se souvenant que la vie, c'est comme une boîte de chocolat. Le musée Château d'Annecy et sa célèbre cour pavée. Voici une image qui appartiendra dans quelques mois au passé. Dans le projet de modernisation du monument présenté à la presse la semaine dernière, l'amélioration des conditions d'accueil et d'accessibilité figure en bonne place. C'est aussi un bâtiment qui est classé au patrimoine historique national et donc qui mérite de toute façon d'être entretenu et modernisé. Et donc c'est important de pouvoir mieux accueillir donc les visiteurs, mais aussi de mieux accueillir tous les publics, puisque le musée Château aujourd'hui ne peut, à cause de son architecture, mais aussi des pavés qu'il y a au sol, ne peut pas accueillir des personnes à mobilité réduite, par exemple. Donc il faut avoir une approche un peu plus inclusive de ce musée. Avec plus de 160 000 visiteurs en 2025, le musée Château d'Annecy s'affirme aujourd'hui comme un des monuments les plus importants de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Le musée, où près de 67 000 œuvres sont conservées, est installé dans la cour de l'ancien château des Comtes de Genève depuis 1959. Et alors que les tours Perrière et celles de la Reine seront de nouveau reliées, le parcours de visite sera lui aussi totalement repensé. Il sera amélioré, il y a beaucoup moins d'allers-retours dans certaines salles, les effets d'impasse vont être supprimés et surtout on proposera comme ça au public de monter qu'une seule fois ces fameuses marches qui sont parfois un petit peu fatigantes pour certains visiteurs, notamment en PMR, et on le conçoit tout à fait. Donc il n'y aura qu'une montée et ensuite une descente progressive dans tout le bâtiment et ça sera particulièrement apprécié. Figurant au classement des 100 musées les plus fréquentés de France, l'établissement culturel annécien fait donc l'objet d'importants travaux. Et pour maintenir un nombre de visiteurs adéquat, le choix a été fait de ne procéder à aucune fermeture totale. C'était un choix de la ville de surtout d'éviter de le fermer, puisqu'il y a vraiment une demande très très forte. Et le lieu le permet. En tout cas, on va trouver des solutions. S'il y a des fermetures, il y en aura, elles ne dépasseront probablement pas quelques mois. Donc mais des fermetures de plusieurs années, ça hors de question, ça c'est clair. En plus du site, la place du château sera également refaite. Le chantier doit normalement se terminer à la fin de l'année 2027. Ce projet, dont le coût total s'élève à 8,45 millions d'euros, rentre dans le cadre du plan pluriannuel d'investissement de la ville d'Annecy.
Après 2 ans de travaux de réhabilitation et de modernisation, la nouvelle piscine Petit Bois de Saint-Just-Saint-Rambert ouvre de nouveau ses portes. L'ancienne infrastructure qui datait de 1976 laisse ainsi place désormais à un nouvel équipement sportif. C'est très réussi, c'est beau, c'est esthétique, c'est relativement économique, puisque je rappelle que cette piscine est construite pour un reste à charge à 7 millions d'euros seulement, j'allais dire, 13 millions de travaux, beaucoup de subventions, 7 millions de reste à charge, et puis des coûts de fonctionnement largement diminués par les nouvelles technologies, à la fois la géothermie, les panneaux photovoltaïques, la récupération de l'eau. Avec 312 mètres carrés de bassin, l'infrastructure est capable d'accueillir 375 usagers simultanément. Si toutes les personnes sont les bienvenues, une priorité est donnée à l'accueil des scolaires. Un équipement de grande qualité qui servira à 72 écoles. C'est-à-dire qu'il y a des enfants qui vont apprendre ici à nager. Un équipement moderne qui garantit confort et apaisement pour le plus grand plaisir du maire de Saint-Just-Saint-Rambert. Qu'on soit jeune pour l'apprentissage de la natation, qu'on soit ancien pour le loisir, qu'on soit sportif pour améliorer ses chronos, qu'on soit handicapé aussi, puisque toutes les normes permettent aujourd'hui la mise à l'eau sur ce nouvel équipement des personnes handicapées. On a un bâtiment qui aujourd'hui répond à tous les besoins. Un investissement important de Loire-Forêt Agglomération en faveur de la sobriété et de la réduction de l'empreinte écologique. Un bâtiment qui est performant énergétiquement et en plus qui est chauffé en partie grâce à la géothermie. Et aujourd'hui, la meilleure énergie, c'est celle qu'on ne dépense pas. Donc avoir également une piscine qui, en termes environnementaux, est performante, c'est un double strike. Pour les plus impatients, il faut encore patienter un peu. L'ouverture au public est prévue pour le 15 décembre 2025. De quoi passer de bonnes vacances de Noël, au chaud, les pieds dans l'eau, à contempler les monts du Forêt. Des planches du Marsupilami à Bécassine en passant par le chat de Philippe Geluck, c'est toute l'histoire de la BD qui déboule à Grenoble. L'exposition Épopée graphique présente plus de 400 planches originales tirées de la collection du chef d'entreprise Michel-Édouard Leclerc. Je suis très fier d'être à Grenoble, qui est un des plus beaux musées français. Je ne sais pas si les Grenoblois s'en rendent compte. Il n'y avait pas de politique publique de soutien aux auteurs. Et donc c'est en tant que militant que j'ai été ramasser des planches, acheter des planches pour constituer un fonds. Parce que souvent ces planches finissaient pourries, c'était du papier, c'était pas suffisamment préservé. Le maire de Grenoble et puis Sébastien Gocalpe et les équipes du musée m'ont demandé de faire une méga exposition ici. Donc je leur ai donné carte blanche pour ouvrir ma collection. Ils ont trouvé des œuvres comme par exemple cette œuvre de Sampé. C'est marrant parce que ça date des années 70, mais c'est très symptomatique de notre société française. 2 groupes un peu radicalisés. Les 2, en fait, demandent d'être aimés, disent qu'ils veulent de l'amour pour la société française, mais au milieu, il n'y a personne dans le sentier de l'amour. Voilà, c'est un petit dessin qui dit plein de choses philosophiquement, politiquement. Il faut savoir que la bande dessinée, c'est pas simplement un jouet, un jeu pédagogique même pour adolescents, c'est vraiment un art complet et j'ai voulu valoriser ça. C'est à la fois un pari, parce que c'est effectivement rare et qu'on n'attend pas ça au musée. Et en même temps, c'est un grand plaisir, parce que la BD, c'est source de joie très souvent. Ça parle à tout le monde. Alors l'exposition est partie d'une rencontre avec Michel-Édouard Leclerc, qui est collectionneur passionné. C'est une des plus belles collections au monde. Et puis le fait que Grenoble ait été la première ville à collectionner et à exposer la bande dessinée. Finalement, c'est un art qui est reconnu comme un art, mais qui n'a pas encore franchi toutes les portes de tous les musées, on va dire. Pour attirer le public, j'ai acheté plutôt des planches qui sont très visuelles parce qu'elles ne sont pas là dans un livre, elles sont au mur. Et donc s'il y a trop de texte, quand bien même le texte est intelligent et très intéressant et n'est pas dissociable, pour accrocher l'intérêt, je dois reconnaître que j'ai privilégié l'aspect accrochage, l'aspect visuel des planches. Programmée jusqu'au 19 avril 2026, l'exposition vivra au rythme d'intervention tout au long de la saison, au musée bien sûr, mais aussi dans les bibliothèques et les cinémas de toute l'agglomération grenobloise.